Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Changement à la tête du Sénat à Madagascar. Honoré Rakotomanana a été remplacé par Ivo Rakotovao suite à sa démission ce mardi 31 octobre. La Mauritanie sur le point de réintégrer la CEDEAO. L'accord d'association entre l'organisation sous-régionale et la Mauritanie a été entamé le 27 octobre 2017. Et puis en République démocratique du Congo, les maisons d'édition traditionnelles doivent désormais faire face à la concurrence du numérique. Nombreuses sont celles qui ont fermé depuis cette avancée technologique. Après sa démission à la tête du Sénat, Honoré Rakotomanana, le deuxième homme fort de Madagascar, a été remplacé quelques heures après par Ivo Rakotovao, élu avec 52 voix sur 56. Notons que le nouveau dirigeant du Sénat est un homme de confiance du président de la République. Les précisions avec Idelette Mirabel Bisson. Le 30 octobre 2017 à Madagascar, le président du Sénat, Honoré Rakotomanana, a annoncé sa démission à la tête de la deuxième institution du pays. Le président du Sénat, depuis février 2016, a été remplacé par Ivo Rakotovao, un homme de confiance du président de la République. Un changement aux colorations politiques laisse lire certains tabloïds de la capitale. La démission du président du Sénat malgache ne serait pas volontaire. Il aurait donc été poussé vers la sortie. Pourtant, c'est dans un esprit de sérénité qu'il a annoncé officiellement son retrait à la tête du Sénat. Dans un total apaisement, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, avec le maintien de la confiance du président de la République et après 4 jours de réflexion, je me retire de la présidence du Sénat. L'élection du nouveau président s'est déroulée quelques heures après la démission d'Honoré Rakotomanana à la tête du Sénat. Sans surprise, c'est le président du groupe parlementaire pro-régime Ivo Rakotovao qui a été propulsé au perchoir avec 52 voix sur 56. Il était d'ailleurs le seul candidat à cette élection. Ivo Rakotovao a été nommé sénateur après avoir été ministre auprès de la présidente de l'agriculture. C'est parce que le président de la République voulait mettre à la tête du Sénat une personnalité de confiance. Donc, quoi qu'on dise, il y a une crise institutionnelle actuellement à Madagascar, dans la mesure où il y a une partie des sénateurs qui contestent la procédure, la démarche empruntée par la CVM. Parce que, quoi qu'on dise, il y a eu un forcing. Selon la constitution malgache, le président du Sénat assure l'intérim de la gestion de l'État en cas de démission du président de la République. Comme l'exige cette même constitution, le président de la République doit démissionner de son poste 60 jours avant la fin de la date du scrutin présidentiel s'il se porte candidat à sa propre succession. La mission du nouveau président de la deuxième institution du pays consisterait, selon des analystes, à faire du Sénat le fer de lance des opérations de charme politique du pouvoir en vue de l'élection présidentielle de 2018 à Madagascar. L'opposant kényan Raila Odinga a lancé mardi 31 octobre une campagne de résistance. Celui qui avait boycotté les élections du 26 octobre conteste la présidentielle, un scrutin qui a vu la réélection du président Uhuru Kenyatta avec 98% des voix. Patricia Solange-Dubois. L'opposant kényan Raila Odinga conteste déjà les élections présidentielles. Un scrutin donnant le président sortant Uhuru Kenyatta vainqueur avec 98,26% des voix. Le leader de l'opposition NASA, qui avait boycotté le vote du 26 octobre, a annoncé mardi 31 octobre le lancement d'une campagne de résistance. On ne peut pas en rester là. Si on le permettait, ce serait une farce intégrale et potentiellement la fin du scrutin électoral comme moyen d'instituer le gouvernement au Kenya. Cela détruirait complètement la confiance du peuple dans le vote et les élections deviendraient des rites de couronnement. Entre les nombreuses manifestations, une participation de moins de 39% au scrutin et 25 circonscriptions qui n'ont pas pu voter dans l'Ouest, le pays est marqué par une véritable instabilité politique. Le peuple kényan appelle à un dialogue entre l'actuel chef de l'État et le leader de l'opposition NASA. Ce qui peut aider le Kenya maintenant, c'est que ces deux grands hommes doivent s'asseoir ensemble, parler et résoudre le problème. Dans l'attente du dit dialogue, le dirigeant de la National Super Alliance a également annoncé la création d'une assemblée du peuple composée de toutes les parties de la société qui prendraient part à la gestion des affaires de l'État, jusqu'à ce qu'une présidence légitime soit rétablie. Mais il n'a toutefois pas précisé si, comme pour le scrutin du 8 août, il saisirait la Cour suprême.
Dans l'actualité également, le second tour du scrutin présidentiel prévu la semaine prochaine au Libéria a été suspendu. Les magistrats de la Cour suprême chargés d'examiner les allégations de fraude formulées par Charles Bromskin, candidat éliminé au premier tour, lui ont demandé de présenter son dossier ce mercredi. La Cour suprême a demandé aux membres de la commission électorale de comparaître ce jeudi 2 novembre pour répondre aux allégations d'irrégularité concernant le premier tour de la présidentielle du 10 octobre 2017. La Mauritanie et les États membres de la CEDEAO devraient constituer une zone de libre-échange à compter du 1er janvier 2019. 17 ans après avoir quitté l'organisation sous-régionale, le pays manifeste davantage d'intérêt à maintenir ses liens économiques et commerciaux. La première session du Conseil d'association CEDEAO-Mauritanie s'est ainsi tenue le 27 octobre. Les précisions avec Deogracias Podo. Après 17 ans d'absence, la République islamique de Mauritanie peut se réjouir des avancées suite aux négociations avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Si à l'origine l'organisation régionale avait souhaité que les autorités mauritaniennes présentent un dossier de réadmission, c'est finalement l'option de statut d'État associé qui a été validée. Une première session du Conseil d'association s'est tenue le 27 octobre 2017 à Nouakchott en vue de consacrer le démarrage effectif de cet accord et convenir des mesures et activités prioritaires ainsi que le chronogramme et les modalités de mise en œuvre. Je pense que lorsqu'un pays décide de rompre ou de renouer son appartenance avec une organisation intergouvernementale et en particulier une organisation d'intégration régionale, ça veut dire qu'il y a une décision qui est mue par des calculs à la fois politiques, économiques et stratégiques. Donc la lecture que l'on peut faire, c'est davantage parce que l'intégration régionale en Afrique avance. La zone CEDEAO est une des zones phares en termes d'intégration et c'est normal que ça devienne un espace de sens, mais aussi un espace attractif du point de vue économique. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest estime que cette association avec la Mauritanie pourrait s'avérer importante pour l'ensemble de la sous-région, dans la mesure où elle contribuera à accroître les échanges commerciaux, stimuler l'investissement et le développement dans les autres États. En ce sens, la Mauritanie devrait prochainement adhérer au tarif extérieur commun, l'un des instruments d'harmonisation des politiques commerciales de la CEDEAO et de renforcement de son marché commun, mais également s'engager en faveur du schéma de libéralisation des échanges dans la zone. Aucun pays ne peut émerger sans nouer des partenariats commerciaux avec ses voisins. La Mauritanie voit bien qu'elle ne pourra pas faire long feu sans pouvoir intégrer ces zones économiques qui finalement ont des règles du commerce international qui facilitent les échanges. C'est pour cela que la Mauritanie aujourd'hui se tourne veut retravailler sur cette adhésion et pour pouvoir être dans la marche actuelle du développement des pays africains. La Mauritanie avait fait le choix de quitter la CEDEAO dans les années 2000 après en avoir été membre fondatrice en 1975. Aujourd'hui, les enjeux économiques sont énormes car la CEDEAO est un vaste marché de près de 400 millions de personnes réparties à travers 16 pays. Mais malgré ses ambitions, elle devra attendre la prochaine rencontre des chefs d'État et de gouvernement prévue courant décembre 2017 à Lomé au Togo pour être fixée sur son sort. Le numérique impacte le marché du livre en République démocratique du Congo. Cependant, cette avancée technologique affecte négativement les maisons d'édition locales. Seules quelques-unes sont encore en activité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le marché du livre est une activité qui tourne au ralenti. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'avènement de la technologie numérique qui est aujourd'hui à la mode. Si les maisons d'édition et les librairies sont devenues rares, les publications d'écrivains congolais n'ont pas baissé. L'on enregistre plusieurs livres publiés localement ou à l'étranger, et c'est là, bien que les ventes ne soient généralement pas satisfaisantes. On n'a jamais vu autant de livres écrits par des Congolais. Les Congolais écrivent beaucoup. Bon, peut-être ces livres sont vendus à 50 ou bien 100 et tout ça, mais pas peut-être à 1 million comme ailleurs. Mais c'est déjà quelque chose. La situation qu'on déplore provient du fait que le pouvoir d'achat est très faible. Si vous devez vendre un livre à l'équivalent de $20 ou bien 20 €, c'est déjà beaucoup. À Kinshasa, quelques rares maisons d'édition sont encore en activité, parmi lesquelles les éditions Saint-Paul de l'Église catholique, le Centre protestant d'édition et de diffusion, l'Afrique Édition d'une filiale belge et les éditions L'Harmattan. Le coût minimum du livre dans les 2 dernières éditions citées tourne autour de 20 €.
une fortune pour les Congolais moyens. Compte tenu de vicissitudes conjoncturelles, vous verrez par exemple un papa qui, n'est-ce pas, a du mal à se payer ne serait-ce qu'un pain pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce papa-là aura du mal à acheter un livre qui coûte $10. Déjà, il y a un sérieux problème. Donc, la crise socio-économique pèse sur le plan éducationnel. Si le numérique a un impact sur le marché du livre, beaucoup constatent un relâchement de la part des écoles qui ne cultivent pas chez les enfants la culture du livre. Il faut cependant souligner que le contexte socio-économique précaire qui traverse la République démocratique du Congo place de nombreuses familles dans des conditions de ne pas faire du livre une priorité, notent les observateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.